Concernant l'insuffisance rénale, et que je pense qu'il y a quelque chose de très très important, c'est qu'effectivement l'insuffisance rénale, nous allons avoir des patients que nous allons appeler des patients chroniques, puisqu'une fois que l'insuffisance rénale est détectée par souvent le médecin traitant de façon fortuite, l'insuffisance rénale est une pathologie très particulière, mais le médecin vous l'expliquera bien mieux que moi, elle est extrêmement silencieuse d'un point de vue physique. Voilà. Quand les premiers signes cliniques arrivent, la pathologie est déjà à un stade très avancé. Voilà. Donc parfois c'est découvert de façon fortuite. Aujourd'hui, il y a un texte qui demande aux généralistes effectivement de doser certains examens au niveau de la prise de sang qui vont permettre effectivement d'évaluer la fonction rénale et d'évaluer effectivement les patients et de savoir s'ils sont en insuffisance rénale ou pas. En sachant que vous avez plusieurs stades dans l'insuffisance rénale et que les patients ne sont traités, puisque l'hémodialyse est un traitement de l'insuffisance rénale, donc les patients ne sont traités qu'une fois qu'ils sont en phase terminale. Donc ça, c'est quand les patients sont en phase terminale. Voilà. Maintenant, cette pathologie, elle est comme toutes les pathologies psychologiquement très difficile pour les patients parce que c'est un petit peu ce que je vous disais au téléphone. Généralement, la démarche d'un patient quand il est malade, c'est qu'il va chez le médecin pour qu'on le guérisse. Voilà. L'insuffisance rénale, on ne va pas le guérir. Voilà. Et que psychologiquement pour le patient, c'est vraiment quelque chose de très difficile à accepter. Ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir maintenant vivre avec cette maladie jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Et ça, psychologiquement, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je pense que avant d'aborder le traitement, je pense qu'il faut vraiment aborder la pathologie avec effectivement ces différents stades, l'accompagnement qu'on fait au niveau des patients sur les différents stades, avec effectivement une information pré-dialyse à la demande du patient, quel que soit le stade, ou sinon à un stade où le patient va s'approcher de la dialyse. L'information aussi concernant les différents traitements qu'on appelle aujourd'hui traitements de suppléance, puisque c'est ce que je vous expliquais. Il en existe aujourd'hui 3. Donc ça va être l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et également la greffe, qui est considérée comme un traitement de suppléance. Être chargé de cette information, est-ce que c'est le médecin généraliste? Alors, le médecin généraliste, normalement, à partir du moment où il a demandé dans un bilan sanguin un examen qui va revenir, enfin voilà, c'est l'urée, la créatinine, donc avec ce qu'on appelle un examen qui s'appelle la clearance. Voilà, la clearance qui est l'examen souvent où l'urée ou la créatinine, qui sont les examens biologiques dont on entend, voilà, qui sont les références. Oui. À ce moment-là, le médecin traitant doit envoyer son patient en consultation chez un néphrologue. Ah. Voilà. Donc ils vont être vus chez un néphrologue de leur choix. Ce néphrologue verra en consultation le patient pour effectivement déterminer d'abord l'étiologie, donc la cause, pourquoi ce patient est insuffisant rénal. Donc il va mettre en place toute une batterie d'examens pour savoir d'où vient cette insuffisance rénale. Et là, effectivement, le médecin vous l'expliquera bien mieux que moi. Vous avez différentes étiologies. Diabète, hypertension. Alors, voilà. Hein, mais après, vous avez des pathologies. Voilà, des pathologies génétiques, vous avez différentes choses. Voilà. Donc tout ça, on va déjà essayer de, entre parenthèses, de savoir d'où vient, qu'est-ce qui a fait que ce patient est en train de devenir insuffisant rénal terminal ou l'est déjà, ou voilà. Il y a aussi, si vous voulez, dans l'insuffisance rénale, 2 types d'insuffisance rénale. C'est-à-dire que vous allez avoir l'insuffisance rénale que vous allez retrouver dans la littérature notée IRA, donc l'insuffisance rénale aiguë. Voilà, le rein ne fonctionne plus. On va les dialyser et puis ils vont récupérer leur fonction rénale. Et donc ça n'aura été que de l'aigu. Voilà, et vous avez les gens qui sont en insuffisance rénale chronique, où vous allez lire IRC, et eux, effectivement, se destinent à plus ou moins long terme à être traités. Voilà. Je ne dirais pas dialysés parce que la dialyse n'est qu'un des traitements. Donc jusqu'à ce stade, ils vont être suivis par le néphrologue à rythme régulier et estimé par le néphrologue en fonction de l'évolution et de la rapidité de l'évolution de la pathologie. Voilà. Et cette rapidité d'évolution, ce temps d'évolution, il peut s'effectuer sur des années ou des mois ou c'est très variable. Oui, c'est extrêmement variable. Oui. Nous avons aujourd'hui, c'est pour ça que je trouvais que c'était un morceau important et que ça me semblait, voilà, que qu'il fallait vraiment qu'on en parle. Et il faut que les patients le sachent aussi parce que c'est très très important. Ils deviennent des acteurs, si vous voulez, aussi
Voilà. Et nous, l'idée, c'est de leur donner toutes les informations et de les aider au mieux pour qu'ils deviennent aussi des acteurs dans leur pathologie, qu'ils la connaissent, voilà, qu'ils apprennent à la connaître, qu'ils apprennent à vivre avec et au mieux, voilà, au mieux pour eux. Voilà, au mieux pour eux et qu'ils ne subissent pas les choses. Si vous voulez, ça peut être extrêmement traumatisant pour quelqu'un à qui on annonce seulement qu'il est insuffisant rénal, que de lui montrer une séance d'hémodialyse où quand même vous avez une circulation extracorporelle, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont branchés via une machine, qui leur sang liquide passe dans une machine, voilà, vous avez un abord vasculaire qui a été créé, c'est pas toujours esthétiquement le plus joli. C'est des gens à qui on va expliquer que leur mode de vie va changer complètement parce qu'ils vont venir pour les hémodialyser en attendant minimum 3 fois par semaine en centre. C'est beaucoup de choses, voilà, c'est beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faut déjà laisser le temps au temps, il faut déjà permettre à ces personnes d'accepter le fait qu'ils sont malades, qu'ils sont insuffisances rénales et qu'ils sont insuffisants rénaux, qu'ils ont cette insuffisance rénale qui va évoluer dans le temps. Voilà. On suit des patients chroniques. Voilà. Et dans ce contexte-là, c'est pour ça que sur toute pathologie chronique, on a une éducation thérapeutique, parce qu'il faut qu'ils apprennent à connaître leur maladie. La technique qui va avec le traitement, bien entendu, notamment pour la dialyse péritonéale, où on forme les gens, on les entraîne à la technique, puisqu'ils vont se dialyser parfois eux-mêmes. Mais aussi, surtout, avant tout ça, leur pathologie, qu'ils la comprennent, qu'ils comprennent et qu'on les aide aussi à avancer psychologiquement. On est beaucoup dans la relation d'aide aussi, avec une consultation infirmière, avec de l'éducation thérapeutique, qui, elle, est différente, c'est-à-dire que l'éducation thérapeutique est extrêmement normée. Nous avons un entretien d'évaluation, avec effectivement un diagnostic, avec le patient, on évalue ses connaissances, on pose avec lui des objectifs, où est-ce qu'il veut aller, on va adapter les outils à la personne. Donc l'éducation thérapeutique est toujours individualisée, puisqu'on a un diagnostic pour ce patient qui est personnalisé, qu'on va faire sur un entretien d'à peu près 2 heures. On va évaluer avec lui ses connaissances sur la pathologie, ce qu'il aimerait savoir, les objectifs qu'on se fixe, et on met tout ça dans une boîte, et à ce moment-là, on démarre l'éducation thérapeutique. Voilà, on démarre l'éducation thérapeutique avec le patient. On va se faire tout au long du parcours du patient, aussi bien avant qu'il soit traité, voilà, qu'une fois qu'il est en dialyse, voilà, qu'une fois qu'il est dialysé, qu'une fois qu'il est traité. Voilà, on a plusieurs, c'est pareil, il y a plusieurs stades au niveau de l'éducation thérapeutique. Je vous dis, le premier stade de l'éducation thérapeutique qu'on ne peut pas chanter et qui est essentiel aussi pour le patient, pour l'acceptation de sa pathologie, pour les modifications hygiéno-diététiques qu'il doit apporter, c'est-à-dire qu'il doit commencer à avoir un peu de restriction hydrique, il doit faire attention à ce qu'il mange, à ses différents apports, voilà, pour essayer effectivement de malmener le moins possible cette fonction rénale qui lui reste. Donc toute cette éducation-là, elle se fait en amont du traitement, voilà, elle se fait en amont de tout ce qui va être dialyse. C'est-à-dire avant. Avant, et voilà. Et donc en fait là, ce sont les patients sont vus en consultation par le médecin, qui va commencer déjà à en parler avec eux et qui va à un moment donné au niveau du dossier, donc nous avons un document où le médecin sur le dossier va cocher la nécessité de l'intervention de l'infirmière. Voilà, en accord avec le patient. Bien entendu, rien n'est jamais imposé à personne. Le patient est au centre des décisions. Dans l'information qu'on va donner au patient, on va lui donner une information du choix pour à un moment donné qu'il sache aussi qu'il existe plusieurs traitements de suppléance et qu'à un moment donné, en fonction aussi de certaines variables et de l'équipe médicale, mais il y a une discussion qui va se passer et un échange qui se passe avec l'équipe médicale et avec le patient concernant le choix du traitement de suppléance. Voilà. Et donc il faut que le patient en ait été informé avant. Il faut aussi qu'il sache en quoi va consister une hémodialyse, quelles vont être les contraintes de cette hémodialyse, comment ça va se passer aussi. À côté de ça, qu'est-ce que la dialyse péritonéale, quelles vont être ses contraintes et ses avantages et comment ça va se passer, avec des critères de faisabilité aussi pour l'un comme pour l'autre. Tout comme là aussi, il y a un morceau qui est, me semble-t-il, très très important et qui est aussi porteur d'un espoir pour nos patients qui en ont besoin, c'est la greffe. Voilà, c'est la greffe. Et on va aborder la greffe, on va faire ce qu'on appelle, on va commencer des dossiers pré-greffe pour faire tous les examens nécessaires pour que ces patients arrivent à être inscrits sur une liste d'attente de greffe. Voilà. Il dure parfois combien ?
Alors au jour d'aujourd'hui, sur la Lorraine, on a une moyenne, la moyenne qui est annoncée, qui nous a été annoncée sur une dernière réunion, était de l'ordre des 2 ans d'attente. Voilà, sur la Lorraine. Avec le centre de greffe qui est à Nancy. Mais il y a des centres de greffe, il y a des patients qui sont sur le centre de greffe, c'est pareil, à Strasbourg, qui choisissent effectivement un centre de greffe, choisissent d'être plutôt inscrits sur un centre de greffe comme Strasbourg. On parle beaucoup de l'hémodialyse, on parle assez peu de la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, si vous la répartissez sur une carte de France, vous allez voir qu'il y a des zones où on n'en fait pas du tout. Voilà, c'est en fonction des régions. Dans le sud, ils n'ont quasiment pas de dialyse péritonéale. Alors, est-ce le fait qu'ils sont beaucoup en petite tenue et qu'effectivement il y a un petit tuyau qui sort du ventre et que d'un point de vue esthétique, voilà. La dialyse péritonéale est bizarrement, sur la carte de France, bizarrement faite beaucoup dans le centre et dans l'est de la France. Voilà, Est-ce que je peux peut-être poser une question là? Cette dialyse péritonéale n'est pas forcément pratiquée dans le centre hospitalier, mais également à domicile. C'est pour moi tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'idée aussi, et c'est ce que nous demandent les instances telles que l'ARS, c'est-à-dire qu'il faut limiter les temps à l'hôpital. Tant que faire se peut. Ce sont quand même des gens qui ont une immunité qui est fragilisée, extrêmement fragilisée, qui vont se retrouver dans des salles avec d'autres patients, qui eux vont ramener, et que, à la limite, moins vous pouvez être à l'hôpital, et mieux c'est. C'est-à-dire que plus vous réussissez à intégrer cette pathologie dans votre vie quotidienne, à mon sens, mieux c'est. Maintenant, il y a des patients qui, eux, c'est très patient dépendant. Voilà. Il y a des patients qui vont dire, moi je ne veux pas ramener ma maladie à la maison. Et qui préfèrent venir 3 fois par semaine à l'hôpital parce que ça leur convient mieux. Ensuite, vous avez des cas de personnes âgées qui malheureusement ne voient personne de la semaine et qui, venir en centre 3 fois par semaine, ça leur prend beaucoup de temps, mais finalement, c'est une ouverture. Ils voient des infirmières, ils peuvent échanger, ils peuvent nous dire ce qui va, on les connaît. C'est aussi des relations très particulières parce que ce sont des patients chroniques. Pour certains, nous les connaissons depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont en centre avec nous, nous les suivons, et il y a, quoi qu'on en pense, on a un suivi de ces patients avec de l'affect, c'est-à-dire au moment où il y a un appel à la greffe, toutes les infirmières tournent autour des médecins en disant « alors, il a été greffé, alors vous avez des nouvelles de Nancy, alors qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, et on est toujours extrêmement affecté quand le patient n'est pas greffé ou que ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ici, vous êtes en mesure de commanditer des infirmières spécialisés dans cela et qui pourraient aller au domicile des gens? Est-ce que... C'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. Alors, pour la dialyse péritonéale, une fois que cette technique a été retenue, donc, une fois qu'effectivement qu'elle a été retenue par le patient, avec le médecin et l'équipe, en fait, on a ce qu'on appelle des critères de faisabilité. Donc, il va falloir aussi qu'on se rende compte si c'est faisable. Ces critères de faisabilité, ils sont divers et variés, notamment par exemple le domicile du patient, parce qu'on va avoir du matériel à livrer et que si effectivement le patient habite à un 4e étage sans ascenseur, les livreurs du matériel, ils n'iront pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça parfois. Voilà. On va donc regarder à un moment donné, avant de proposer cette technique aux patients, on va effectivement s'assurer que tous ces critères, qu'ils répondent à tous ces critères de faisabilité. Notamment un cabinet libéral qui accepte de le prendre en charge. Donc on va faire la démarche. On a nous toutes les listes sur la région des cabinets libéraux formés. Si toutefois ce patient a un cabinet libéral qui le prend en charge et qu'il souhaite garder, s'ils ne sont pas formés, nous allons prendre en charge la formation de ces infirmières si elles l'acceptent, bien entendu. Ce qui est généralement toujours le cas. Voilà. Oui, les infirmières sont toujours aidantes pour les patients. L'entraînement à la technique va concerner effectivement le cabinet libéral, donc les infirmières qui vont prendre en charge ce patient, mais elle va considérer le patient lui-même, ainsi qu'une personne de son entourage, si quelqu'un le souhaite. Donc on va former les patients à leur technique aussi. Donc ça, c'est le travail des infirmières, et on va accompagner ces patients tout au long de cette formation à la technique, et on va les accompagner au domicile. C'est-à-dire que c'est bien, une fois que la technique est choisie, retenue, faisable, on va donc voir qui on éduque. Le patient, en fonction de la technique, est-ce qu'on éduque le patient? Est-ce que ce patient sera peut-être pas capable? On a toujours, en fonction de la capacité et de la volonté du patient, on a toujours de toute façon le cabinet libéral sous le coude. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il se sente pas en difficulté. Nous avons dans ce contexte-là une structure qui est ouverte 5 jours par semaine de 8h à 18h.
Les patients peuvent nous contacter tous les jours dans ce créneau horaire-là. Les infirmières libérales d'eux-mêmes, dès qu'il y a la moindre difficulté, dès qu'il y a le moindre doute, nous appellent. On fait revenir le patient en centre sur un hôpital de jour, on regarde un peu, ils sont vus par le médecin et voilà. Donc il y a une forte collaboration entre les différentes équipes qui prennent en charge ces patients, entre l'hôpital et l'extérieur de l'hôpital. Voilà. Au jour où on estime, on va former si c'est nécessaire un conjoint ou un membre de la famille, on va former le cabinet libéral si c'est nécessaire, on va travailler en collaboration également avec le médecin traitant. Quand on estime que notre patient est formé à la technique et capable d'autonomie au domicile, on va accompagner ce patient au domicile. Donc le jour de retour à domicile, nous nous libérons, nous allons au domicile du patient, nous y invitons le cabinet libéral et le médecin traitant pour que le patient se sente effectivement pris en charge par cette équipe-là et qu'il ait conscience qu'il va y avoir une collaboration étroite dans cette équipe et qu'il n'est pas à la maison tout seul. On développe aussi des relations assez fortes avec des patients qui sont chroniques et donc ils appellent assez facilement en disant j'aurais aimé parler à Anne. Je dis oui, je vais vous la passer. Voilà, donc les patients sont assez à l'aise aussi avec l'équipe infirmière qui les a formés. On rentre quand même dans l'intimité des patients, on va chez eux, on rencontre leur famille, on discute avec les enfants. On se retrouve parfois dans des situations parce qu'on s'est dit cette dame, on va l'aider à faire son challenge personnel. C'est elle la patiente et le mari se proposait d'être formé en disant écoute, ne t'inquiète pas, moi ils vont me former et puis je vais te faire ta dialyse quoi. Enfin voilà. Et puis voilà, alors un homme. Et donc du coup effectivement cette dame quand on la voit après, bon elle passe parce qu'ils restent quand on les forme, ils passent la journée avec nous, ils viennent le matin à 8h et ils repartent à 18h, donc on fait beaucoup de passages. Moi ils sont dans une salle à côté de moi, je vais voir le matin, j'arrive, alors on discute beaucoup, on rentre dans l'intimité des gens, voilà, on devient très proche de ces personnes, on rentre dans leur intimité.